Définir l'emprise. Nous pourrions nous contenter de reprendre les mots d'Éric Dupond-Moretti dans sa préface à L'emprise et les violences au sein du couple. L'emprise, c'est la négation d'autrui. Si cette affirmation est juste, elle est incomplète. Car il ne s'agit pas uniquement de la négation d'une existence. Il est également question d'amour et d'estime de soi, de vulnérabilité et de dépendance, de besoin et de désir, de jouissance et de frustration, de dominant et de dominé, et d'une construction précise, inscrite dans une temporalité et un système auquel il semble difficile d'échapper. Première partie, définition. Avant de développer ce qu'est l'emprise, comment elle s'installe, qui elle sert ou soumet, il faut revenir sur le sens même du terme. Son étymologie latine se trouve dans imprehendere, prendre, et emprendre, entreprendre. L'emprise signifie tout autant la prise, résultat d'une action, que l'entreprise, moyen de l'action. On retrouve ces deux sens, nous pourrions dire ces deux directions, dans l'emprise chevaleresque, ce contrat moral par lequel un chevalier se liait à son suzerain, se mettait à son entier service, promettant fidélité, respect et loyauté. Le suzerain avait bien sur le chevalier une prise, une mainmise que celui-ci lui accordait délibérément en faisant acte d'allégeance, bénéficiant ainsi de la protection de son seigneur. Nous pouvons d'ores et déjà retenir ces deux faces de l'emprise. Elle est à la fois le désir d'un individu et la concrétisation de ce désir. Quant à la victime, elle fait acte d'allégeance sans en avoir conscience. L'emprise s'appuie sur l'illusion d'une forme de protection, d'intérêt, de reconnaissance, etc. Nous verrons au chapitre 3 qu'il s'agit d'une promesse. L'individu emprisonné les confond avec ce que l'on nomme communément l'amour. À l'instar de Madame Roland montant à l'échafaud et s'écriant « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom », on pourrait dire « Ô amour », car le sentiment d'aimer et d'être aimé est toujours au centre de l'emprise, rouage essentiel de cette relation abusive. La personne sous emprise promet lorsqu'elle se sent aimée de respecter ce don, tout comme elle promet de donner en retour. En matière d'emprise, rien n'est donné gratuitement. Une réciprocité est toujours exigée. Non seulement il faut de la réciprocité, mais celle-ci est inéquitable. En effet, le tyran exigera toujours plus que ce qu'il semble avoir donné. Pour exemple banal, s'il offre 10 minutes d'écoute à sa victime, il exigera que celle-ci l'écoute à son tour des heures durant, silencieusement, religieusement. Ce qu'il reçoit, ce qui lui est donné, car il l'aura clairement ou implicitement exigé, a alors une valeur sacrée à ses yeux, mais également à ceux de sa victime. La littérature psychanalytique concernant l'emprise est relativement réduite, trouvant souvent ses sources dans les écrits de Sigmund Freud, qui y voit l'expression d'une pulsion non sexuelle en lien avec la cruauté infantile. Il y voit ensuite du sadomasochisme, théorie encore trop partagée aujourd'hui et faisant des ravages, entre autres celui de ne pas entendre les plaintes des victimes, considérées non seulement comme partie prenante, mais satisfaisant grâce à l'emprise leur pulsion masochiste. En 1920, il attache l'emprise, Bemechtigungstrieb, traduit par le psychanalyste James Strachey en Instinct for Mastery, c'est-à-dire pulsion d'emprise, à la pulsion de mort. Le psychiatre et psychanalyste Roger Doré s'est largement employé à décrypter l'emprise et la relation qu'elle induit. Il y désigne plusieurs actions. L'appropriation par dépossession de l'autre, la domination, le marquage et l'empreinte posée sur la victime. L'emprise neutralise le désir de la victime, elle abolit toute différence et réifie, faisant de l'autre objet un bien nécessaire,